Alors, il y a différentes possibilités pour cerner ce que sont les classes moyennes. On peut s'appuyer sur des définitions objectives, soit les statuts professionnels, comme l'INSEE le fait par exemple, soit d'autres critères comme par exemple le niveau de revenu. Mais sous leur apparente simplicité, ces modalités posent plus de questions, de problèmes qu'ils n'en résolvent. Puisque si on prend par exemple la question du revenu, est-ce qu'on va parler de revenu net ou de revenu brut ? Est-ce que c'est le revenu de l'individu ou le revenu du foyer? Parce qu'on peut bien gagner sa vie en étant seul et avec être plus en difficulté quand on est plusieurs à vivre sur le salaire. On a également des difficultés de positionnement en termes géographiques entre Paris et la province. Donc ces définitions posent un certain nombre de questions. Donc c'est pour ça que dans le travail qu'on a réalisé pour la Fondation pour l'innovation politique, nous sommes partis d'une définition subjective en demandant aux Français, aux personnes qu'on a interrogées, de se classer sur une échelle sociale pour essayer de mesurer combien de Français déclaraient appartenir aux classes moyennes. Et donc là, on arrive à un autre problème, c'est que cette définition est très très englobante aujourd'hui et qu'elle est passée dans le langage commun, langage courant, et à tel point que 2 Français sur 3 aujourd'hui, si on les écoute, se catégorisent comme étant membres des classes moyennes, ce qui là aussi pose question pour l'analyse sociologique. On a ensuite fait un travail qui consiste à éclater, entre guillemets, ce gros bloc de 2 Français sur 3, pour reprendre l'expression, le titre du livre de Valéry Giscard d'Estaing, pour essayer de catégoriser un petit peu. Et donc on est arrivé sur un bloc plus homogène de 50%, qu'on a ensuite encore scindé en 2 sous-catégories, les classes moyennes inférieures et les classes moyennes dites intermédiaires, ou les classes moyennes véritables, qui pèsent chacun à peu près un quart de la population. Et donc ensuite, il y a tout un travail dans le corps de cette note qui vise à faire les distinguos entre ces 2 classes moyennes, ces 2 sous-catégories de classes moyennes, et qui essaye de savoir si une des 2 peut être davantage appelée classe moyenne que l'autre. Pour les 50% de Français qui sont aujourd'hui dans la classe moyenne, il y a quelques grands éléments de définition. On rentre dans les classes moyennes par le bas à partir du moment où majoritairement les membres de ce groupe payent l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une dimension fondamentale, être imposé ou pas. On verra ensuite qu'au sein même des classes moyennes, entre le haut des classes moyennes, 3/4 payent l'impôt sur le revenu, et le bas des classes moyennes, seulement 1 sur 2 payent l'impôt sur le revenu. Il y a de véritables écarts. Mais donc, payer l'impôt sur le revenu de façon majoritaire, c'est un des critères. Autre critère d'appartenance aux classes moyennes, c'est quand également la possession d'une assurance vie devient majoritaire. On dit souvent que l'assurance vie est le placement préféré des Français, ce qui est vrai, mais il y a quand même plus d'un Français sur 2 qui n'en possède pas. Cette détention devient majoritaire quand on entre dans les classes moyennes. Et puis, 3e attribut, c'est la possession de son logement, qui là aussi devient majoritaire quand on rentre dans les classes moyennes. Alors ensuite, au sein de ces classes moyennes, comme on l'a dit, on a des différences. Ça, c'est pour les variables objectives, les attributs patrimoniaux. On a d'autres façons d'appréhender les classes moyennes. On s'aperçoit également, sur des questions assez simples, mais qui sont assez révélatrices, qui portent pas mal de sens, que quand on demande aux Français est-ce qu'ils s'en sortent facilement, correctement ou mal avec les revenus de leur foyer pour faire vivre leur famille, eh bien, les classes moyennes se distinguent par un score très élevé de personnes qui déclarent aux 2/3 environ s'en sortir correctement. Ni mal, ni facilement. Et donc les classes populaires ou défavorisées sont caractérisées par un taux de réponse majoritaire à dire on s'en sort difficilement, et on entre dans les classes moyennes supérieures ou les favorisés et les aisés quand la réponse devient majoritairement oui sur je m'en sors facilement. Et donc ce qui les distingue, ces classes moyennes, c'est ceux qui disent s'en sortir correctement. Et quelque part, on a utilisé l'expression en disant la classe moyenne, c'est la France, c'est le français moyen quelque part. C'est comme ça statistiquement que c'est le plus révélateur et le plus parlant, mais c'est comme ça aussi, je pense, que c'est vécu par les Français. Donc, payer l'impôt sur le revenu, être propriétaire de son logement, s'en sortir correctement. On a d'autres, cette étude est très riche, on a d'autres indicateurs. Par exemple, la capacité de partir en vacances. C'est un attribut très très fort, c'est quelque chose de très très discriminant aujourd'hui dans la société française. Comme à une époque c'était posséder sa voiture, aujourd'hui c'est partir en vacances, et quelque part ne pas partir, c'est ne pas appartenir à la société dans son ensemble, ou disons à la société de consommation. On voit que les classes moyennes, majoritairement, peuvent partir en vacances, mais pas forcément tous les ans.
hein, ce qui les distingue des hautes catégories, les aisés ou les classes moyennes supérieures, qui, elles, partent majoritairement tous les ans. Et puis, à l'inverse, derrière elles, les défavorisés ou ceux qui sont les plus modestes, qui ne partent pas, même une fois par an, voire moins souvent, en vacances. Donc là aussi, c'est un autre attribut de cette appartenance aux classes moyennes, cette capacité à assurer son rang sans pour autant vivre dans l'aisance. Alors ces aspirations, oui, elles existent. Tout d'abord, en termes peut-être de ressentiment ou d'attente. On a vu tout à l'heure qu'elles étaient assez assujetties à l'impôt sur le revenu, alors qu'elles s'en sortent juste correctement. Donc, elles correspondent bien à cette expression « trop riche pour être aidé, pas assez riche pour vivre correctement ». Donc, il y a une attente assez forte, par exemple, sur tout ce qui serait de la valorisation de la méritocratie, sur la question des bourses qu'on pourrait attribuer à leurs enfants, mais aussi sur des certains nombres d'exemptions fiscales ou de valorisation du travail. Je pense que dans ces catégories-là, le travailler plus pour gagner plus, défendu par le candidat Sarkozy en 2007, a très bien fonctionné. Ce qui les caractérise aussi très très fortement, et c'est quelque chose qui est consubstantiel aujourd'hui à tout le discours qu'on entend sur les classes moyennes, c'est la peur du déclassement. Quand on demande aux Français, est-ce que vous pensez que dans 10 ans vous vivrez mieux, pareil ou moins bien qu'aujourd'hui, une forte proportion de Français indiquent qu'ils pensent qu'elle vivra moins bien. Mais c'est chez les classes moyennes, notamment les classes moyennes véritables, que cette peur du déclassement, pour soi, donc dans une dizaine d'années, ou à l'horizon d'une génération, pour ses enfants, est le plus développé. Ceux qui sont en bas de l'échelle ont toujours encore, même si la situation est difficile, pour une minorité d'entre eux, une espérance, un espoir d'amélioration, notamment pour leurs enfants. Et ceux qui sont plus en haut de l'échelle, eux, sont relativement à l'abri. Et donc ce qui caractérise très fortement en termes psychologiques aujourd'hui les classes moyennes, c'est cette peur du déclassement qui a été abondamment commentée dans le débat public au cours des dernières années. On a quelques grandes aspirations ou ressentiments. Donc il y a cette peur du déclassement, la volonté de valoriser la méritocratie, une sensibilité assez forte à la question de la pression fiscale. C'est également dans ces catégories qu'on dit le plus que la pression fiscale est excessive. C'est le même mécanisme. Les moins favorisés sont exonérés souvent d'impôts sur le revenu et les plus favorisés ont des ressources qui leur permettent de faire face à l'impôt. Sur ces catégories moyennes, ces classes moyennes, elles sont plus sensibles à cette question de la fiscalité. Autre élément, donc la méritocratie, on en a parlé, qui va de pair avec une très forte irritation sur tout ce qui peut confiner à la question de l'assistanat. Dans la mesure où on est juste au-dessus des filets d'aide sociaux et qu'on a l'impression de contribuer fortement au modèle social français, on estime souvent qu'on ne récupère pas tous les fruits de ces efforts et donc on est très très suspicieux ou très très irrité par toutes ces formes d'assistanat que peuvent être des dispositifs d'aide sociale qui sont perçus comme étant dévoyés ou ne devriant pas bénéficier aux personnes qui les touchent. Donc c'est sur ces quelques grands constats-là qu'on peut avoir une communion de pensée au sein des classes moyennes. Sur d'autres sujets, vous avez des clivages qui sont plus seulement sociologiques, mais qui deviennent idéologiques. C'est-à-dire qu'on a des classes moyennes de gauche et de droite, des classes moyennes plus ouvertes et des classes moyennes plus en demande de repli ou de protection. Et donc ça s'exprime par exemple sur la question de la mondialisation, de la construction européenne. On s'aperçoit que les classes moyennes sont relativement partagées. Dominique Régnier insiste aussi à juste titre sur la différence entre les classes moyennes salariées du privé et du public, qui elles aussi ont des regards spécifiques sur la question de la fonction publique, ou bien encore tout un système de valeurs qui a trait à cette fonction ou à ce statut-là. Donc on n'a pas de vision cohérente et homogène sur tous les points. Il y a quelques grands invariants et quelques points de rassemblement qui permettent quand même à cette classe moyenne de tenir ensemble. Alors c'est un paradoxe parce qu'elles ont peur de disparaître. C'est chez elles que la peur du déclassement pour elles-mêmes ou pour leurs enfants est la plus forte. Mais quand on interroge les Français et qu'on leur pose la question de leur appartenance aux classes sociales, c'est les classes moyennes qui rallient aujourd'hui le plus de suffrages. 2 Français sur 3 déclarent appartenir aux classes moyennes. Donc on peut quand même s'interroger sur la disparition
de cette catégorie qui recueille de très nombreux suffrages. Néanmoins, c'est vrai dans l'enquête que nous avons réalisée pour la Fondapol, mais c'est vrai aussi dans des enquêtes qualitatives qu'on mène à l'IFOP. De plus en plus, nous avons un discours qui irrigue toute la société et donnant à voir l'évolution de cette société comme un phénomène de sablier. Et en gros, pour résumer et parler le langage de la rue, on nous dit les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, et les catégories du milieu sont absorbées soit à la baisse, soit à la hausse. Ce qui n'est pas complètement vrai quand on regarde les statistiques de l'INSEE, mais en tout cas c'est un ressenti. Donc les classes moyennes aujourd'hui drainent 2/3 des Français, si on est sur uniquement une définition subjective, et pour autant elles peuvent être partiellement menacées parce que ces 2/3 des Français qui se reconnaissent comme appartenant aux classes moyennes ont peur d'être attirés vers le bas par toute une série de mécanismes. On a parlé de la mondialisation, des délocalisations, mais c'est également la hausse du niveau de vie. Rappelons que c'est eux qui disent majoritairement s'en sortir juste correctement. Et donc la peur, c'est de ne plus pouvoir être au-dessus de la ligne de flottaison et d'être amené à basculer dans la précarité.